Alors, salut les gars, c'est comment aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on va beaucoup plus parler des interventions de certaines personnes, surtout en ce qui concerne Cabral Libi, et essayer de comprendre pourquoi certains partisans, n'est-ce pas, du MRC lui en veulent. Bon, moi je comprends pas trop pourquoi, hein, sincèrement. Mais bon, on va essayer de décrypter ça tous les deux en regardant certaines de ces interventions et de trouver, n'est-ce pas, un point commun à ces positions. Bon, merci d'être regardé ma vidéo et abonnez-vous. Pour comprendre bien ce qui se passe, il y a de cela quelques jours, je crois 2 jours, 3 jours, Cabral Libi est passé à la chaîne Vision 4 au sein de l'émission Décryptage, présentée par Ernest Obama. Et l'émission est assez longue, donc je vais mettre toute l'émission ici. Et afin que vous puissiez regarder et comprendre effectivement quel est le point de vue de Cabral sur certains des points politiques, des points sociaux qui affectent le Cameroun, et ce dont il pense, comment il va changer les choses. Bon, voilà la vidéo. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est bien sûr votre programme Décryptage qui démarre comme tous les vendredis à 21h. Il n'était pas attendu et pourtant il a été l'homme de la présidentielle 2018 au Cameroun. Certains lui prédisaient un résultat qui était parfois médiocre, parfois ridicule et pourtant il a eu un résultat honorable lors de la dernière présidentielle de notre pays, le Cameroun. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a marqué lui-même personnellement au cours de la campagne électorale et puis le moment qui a suivi le contentieux post-électoral? Comment a-t-il vécu ce que la presse a appelé au Cameroun la crise post-électorale au Cameroun? Quels sont ses projets d'avenir? Quels sont ses rapports avec l'opposition camerounaise? Pourquoi n'est-il pas entré au gouvernement? Y avait-il une possibilité? Que reste-t-il des relations entre le parti Univers et la plateforme 11 millions de citoyens qu'il dirige? Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur, le privilège, l'avantage d'avoir ce soir sur le plateau de décryptage Cabral Libi, le plus jeune candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, est avec nous ce soir. On parlera bien sûr d'actualité. Avec lui, on reviendra sur le discours du doyen d'âge et du Sénat camerounais, Chief Moukete, des propos qui ont fait le buzz sur la toile. On parlera du scandale du lycée de Dedo et bien sûr de l'hôpital du district de Dedo qui a été suivi par des sanctions fortes du ministre de la Santé, Malachi Manaouda. On parlera de l'avenir politique de Cabral Libi. On parlera surtout de son parti politique, les citoyens. Mesdames, Messieurs, on va juste prendre une respiration à la régie et derrière nous serons avec Cabral Libi. À tout à l'heure. Le Cameroun sera-t-il présent à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue en Égypte? On n'a pas encore de réponse à cette question. Nous attendons toujours la décision du tribunal arbitral de sport de Lausanne. Mais pour le moment, on a au moins ce soir les différentes poules de la CAN 2019. Le tirage au sort se déroule en ce moment. Vient juste de s'achever. Dans la poule A, on retrouvera l'Égypte, pays organisateur, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Zimbabwe. Poule B, Nigeria, Guinée, Conakry, Madagascar, Burundi. Poule C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Poule D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. On parle de la poule de la mort. La poule E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Et la poule F qui nous intéresse, on retrouve le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. On va rapidement reprendre la poule du Cameroun, Ghana, Bénin
Guinée-Bissau. Voilà donc la composition de la poule du Cameroun. Je rappelle que le Cameroun est le détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est l'autre pays qui devait organiser cette compétition, mais pour des raisons de glissement, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par le président de la République et par la Confédération africaine de football, la CAN n'aura pas lieu au Cameroun, elle aura plutôt lieu en Égypte. En 2021, le Cameroun abritera la CAN. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le Cameroun pourrait abriter le CHAN, le championnat d'Afrique des nations amateurs, qui était prévu en Éthiopie en 2020. Notre pays pourrait donc l'abriter. Cabral, bonjour. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, Monsieur Obama. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Il me semble que la dernière fois que je suis passé à Vision 4, c'était dans la période électorale. Tout à fait, avant la période présidentielle. de campagne électorale, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je reviens dans cet immeuble, encore que je crois que celui-ci est contigu à celui dans lequel je venais régulièrement dans le cadre des chroniques que je faisais tous les dimanches ici pendant une certaine période de 2 ou 3 ans, je ne sais plus très bien. Mais je dois reconnaître que beaucoup de choses ont changé. C'est beaucoup plus professionnel, ça ressemble un peu à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Mais bon, félicitations à vous. Merci. Vous êtes resté très proche de Vision 4, on va le dire. On vous a vu présent hier à la cérémonie, c'était avant-hier, mercredi, à la cérémonie d'inauguration officielle de Vision Finance SA, ici à Yaoundé et puis à Douala. La question qui revient toujours, pourquoi Cabral était là? J'ai reçu la double invitation du promoteur de cet établissement financier et comme je l'ai dit lorsque j'ai été interviewé, je crois que le ventre mou de l'économie camerounaise, et c'est une problématique que je n'avais eu de cesse de rappeler pendant la campagne électorale, c'est le financement. Beaucoup de jeunes Camerounais ont du talent, beaucoup de jeunes Camerounais sont formés, beaucoup de jeunes Camerounais ont des projets, mais n'accèdent pas au financement nécessaire au lancement de leurs projets, donc à l'accompagnement financier auquel ils aspirent. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation du promoteur de cet établissement financier, je suis venu, ou j'y suis allé, pour écouter. Je voulais prendre connaissance des services qui étaient offerts, des offres qui étaient faites, des produits qui étaient offerts. Mais lorsque j'ai entendu, par exemple, que le traitement du dossier pour le crédit prendra 24 heures, lorsque dans les discours qui ont été faits, j'apprends que des assurances sont données aux jeunes qui sont invités à postuler pour avoir accès au crédit, je me dis, c'est un établissement financier de plus. Il en faut d'ailleurs davantage, donc c'est à encourager, c'est un entrepreneur. Et puis de toute façon, cette entreprise-là est, je crois, la 4e, la 5e ou la 6e d'ailleurs, à mettre à l'actif du promoteur. Ben, c'est le lieu de saluer le dynamisme de ce compatriote-là. Merci, Cabral. On parlera d'abord des questions d'actualité avec vous, et puis on évoquera la période post-électorale et peut-être même l'élection présidentielle elle-même. On terminera par vos projets, les citoyens, votre parti politique, et pourquoi pas, on en saura un peu plus sur votre participation ou pas à l'élection, aux élections municipales et législatives à venir. Est-ce que le canevas vous convient autant pour moi? Ben, écoutez, je me soumets... Vous n'avez pas le choix, en tout cas. Voilà, je n'ai pas le choix. Parlons des présidents qui tombent en Afrique. On commence par là. Hier, c'était Omar El-Béchir. Avant Omar El-Béchir, c'était Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette actualité, ces présidents qui sont bousculés par le peuple, par la rue? Pour moi, c'est une confirmation de ce qui figure dans pratiquement toutes les constitutions de tous les pays du monde. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce au travers de ses représentants élus. Et lorsque le peuple désigne des représentants et que ces derniers conservent le pouvoir, modifient l'ordre de dévolution du pouvoir ou les règles de dévolution du pouvoir, n'écoutent plus le pouvoir, le peuple, je veux dire, crée une césure avec le peuple ou entre eux qui sont détenteurs du pouvoir et le peuple, ce peuple est légitime d'exercer à nouveau sa légitimité par d'autres moyens que ceux-là qui ont été consacrés. C'est ce que j'appelle le retour du pouvoir au peuple.
Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la démocratie populaire, la démocratie des cités grecques. Non, on ne pourrait pas revenir à cela. Nous sommes bien dans la démocratie représentative. Mais ce qui arrive, pas seulement maintenant, c'est arrivé en Tunisie avant, c'est arrivé Burkina Faso, au Burkina Faso, en Égypte, nous rappelle quelque chose de basique. Dans la démocratie représentative, lorsque le peuple vous délègue le pouvoir, vous n'en êtes que le mandataire. Et le peuple se conserve le droit de vous dessaisir de ce mandat et de le confier à quelqu'un d'autre. Mais lorsque le peuple se sent truandé, lorsque vous donnez l'impression qu'une fois que vous avez obtenu le mandat du peuple, ce peuple n'a plus rien à dire, ni sur la façon dont vous utilisez ce mandat, ou vous l'exercez, ce peuple n'a plus le droit de vous préférer quelqu'un d'autre, ben ce peuple utilise d'autres moyens. Ça légitime en quelque sorte le travail de la rue, mais en fait, la mobilisation dans la rue. Mais ce qu'il faut saluer dans ces pays-là, tout de même, c'est que c'est un niveau de démocratie, notamment j'ai vu le cas en Algérie, c'est un niveau de démocratie tel que on accepte que le peuple s'exprime, on accepte que le peuple manifeste. Et je salue également dans ces pays-là l'attitude de l'armée, parce que souvent l'armée a décidé de se mettre hors de cela, et à un moment décisif, l'armée a pris position pour donner du sens à ce que demandait le peuple. Tout cela doit nous enseigner. Nous devons éviter que cela nous arrive. Et pour que nous, au Cameroun, cela ne nous arrive pas, il faut que ceux qui sont détenteurs du peuple, du pouvoir du peuple, il faut que les délégataires du mandat du peuple l'exercent en sachant que ce peuple reste souverain et que si ce peuple se rend compte un jour qu'il ne peut plus par les voies constitutionnelles et légales exercer son pouvoir, il peut être tenté d'imiter ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on peut toujours apprécier, on peut toujours dire ce qu'on veut, il est toujours préférable d'éviter qu'on en arrive là. Parce que non seulement ça peut créer un ralentissement du point de vue économique dans un pays, mais également pour ces hommes d'État qui, pour certains, ont exercé le pouvoir pendant plusieurs décennies, quitter le pouvoir dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là, parfois la queue entre les jambes, on ne peut pas le souhaiter pour un homme d'un certain âge, et qui, à l'actif de qui on peut effectivement, lorsqu'on fait une rétrospective de ces pays-là, mettre des choses absolument bonnes, absolument appréciables. Mais, que dit la Bible? Pour nous qui croyons en Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il faut toujours s'assurer, même lorsqu'on aura mis 50 ans au pouvoir, que la fin aussi soit bonne tout autant que le commencement. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est une illusion de changement, que ce soit avec El Béchir ou Bouteflika. C'est un proche de Bouteflika qui gère la transition en Algérie. Le ministre de la Défense était un cacique du pouvoir, un ancien des renseignements au Soudan. C'est lui également qui a pris le pouvoir, qui promet d'organiser l'élection présidentielle. Est-ce que le peuple finalement cette illusion-là d'avoir le pouvoir pour le peuple qui est toujours et régulièrement tourné en bourrique? Alors, vous posez là une question fondamentale, parce que dans la plupart de ces pays où on a observé le départ d'un chef d'État sous la pression populaire, souvent, ça a été annoncé avec triomphalisme, parce qu'un homme a été remplacé par un autre, ou simplement parce qu'un homme qui était à la tête de l'État est parti. Mais il y a un autre enseignement qui est induit, c'est que dans un pays où un homme a exercé le pouvoir pendant longtemps, il ne s'agit plus à un certain moment d'un seul homme. Il s'agit désormais de tout un système. Et vous pouvez faire tomber l'homme, faire tomber le système, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les systèmes qui exercent le pouvoir sur la durée, sur la longue durée, sont absorbants. Ils absorbent généralement des intelligences, des stratèges, des talents qui sont impatients ou alors qui n'acceptent pas de lutter. Et souvent, la société civile et l'opposition s'en trouvent atrophiées. Je ne veux pas dire que tous ceux qui adhèrent à ces systèmes-là, ils vont par conviction. D'aucuns, ils vont par opportunisme, comme je le disais tout à l'heure. D'autres simplement parce qu'ils ne veulent pas se battre. Mais toujours est-il qu'à un moment, lorsqu'arrive le moment de l'alternance, sous la pression populaire, on se rend compte souvent qu'il n'y a pas eu une préparation de remplacement. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un groupe de personnes qui sont susceptibles d'accéder au pouvoir tout de suite
en remplacement, comme on pourrait le voir aux États-Unis, mais parce que là-bas, c'est préparé. Donc, l'enseignement qu'on devrait tirer de cela, c'est que pendant qu'un homme exerce le pouvoir, pendant qu'il y a un gouvernement en exercice, l'opposition doit elle aussi se préparer à prendre le pouvoir. L'alternative doit se construire en permanence par des hommes de conviction, par des hommes courageux, par des hommes qui portent une vision ou des visions, des idéaux, par des équipes qui s'organisent, de telle sorte que le jour où le peuple jette son dévolu sur eux, qu'ils soient en mesure de préparer le pouvoir, de s'emparer du pouvoir et de l'exercer. Mais ce que vous avez dit est fondamentalement essentiel et enrichissant, en tout cas en termes d'enseignement, c'est que vous pouvez faire facilement tomber un homme, mais pendant que vous battez le macadam pour faire tomber un homme, tous ceux qui sont tout autour de lui, eux, ils sont en train de se préparer à prendre le pouvoir. Et dans le cas spécifique de l'Algérie, on a vu que le peuple s'est comporté différemment des autres cas. Parce que d'abord, l'armée a réagi, ils ont même rejeté l'armée. Il y a eu d'autres segments qui ont réagi, ils ont rejeté, ils ont dit, nous ne voulons pas seulement le départ de M. Bouteflika, nous voulons carrément le départ de tout le monde. Ben ça, c'est difficile en tout cas. Le processus n'est pas à son terme, on verra comment ça va se terminer. D'accord. On va essayer de liquider toutes les questions qui sont régulièrement posées sur la toile. Certaines vous paraîtront banales, mais elles sont importantes pour nous téléspectateurs. On évoquera des questions d'actualité, notamment la réaction de M. Moukete, le lycée de Deido. Mais parlons d'abord de les relations actuelles entre l'entité 11 millions de citoyens et le Parti Univers. Où en est-on? On en est que le partenariat signé le 11 décembre 2017 entre 11 millions de citoyens et le Parti Univers est toujours en cours. Ce partenariat tient toujours. Il se passe juste qu'à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 3 mars, on a convenu qu'avec la stature que j'ai aujourd'hui, qu'il était préférable que 11 millions de citoyens, le leader de 11 millions de citoyens, crée un parti politique. Et 3 jours plus tard, une assemblée constitutive s'est tenue et un parti politique a commencé à voir le jour parce que la procédure est en cours. Le dossier se trouve actuellement sur la table, je vais dire dans les bureaux du ministère de l'administration territoriale puisque nous nous y sommes rendus et nous avons pu retrouver la trace du dossier du nouveau parti Les Citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de parricide? Parce que le professeur Nkumvondo, le Parti Univers, vous a quand même accompagné pendant la dernière élection présidentielle. Le professeur vous présente comme son fils. Il dit qu'il est prêt à se sacrifier, à se mettre derrière vous, quel que soit le parti que vous choisirez pour vous accompagner à la présidence, a étudié. Mais vous, aujourd'hui, vous créez un autre parti alors que le Parti Univers aurait pu vous accompagner. Ça veut dire que tout à l'heure, vous ne m'avez pas bien compris. Vous êtes bien compris, mais je veux avoir votre avis sur l'ambiguïté qu'il y a aujourd'hui, parce que le professeur Nkumvondo, lui, il vous a fait confiance, il vous a accompagné, il est toujours prêt à vous accompagner. Pourquoi n'avoir pas proposé au professeur Nkumvondo de créer, du moins, d'organiser une assemblée générale avec le Parti Univers et que le Parti Univers et 11 millions deviennent au face 1? Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à faire une interprétation malsaine d'une situation pourtant simple. Je suis en train de vous dire que la réunion du 3 mars a été présidée par le professeur Nkumvondo et que c'est lui-même qui a suggéré que nous créions notre parti politique. Qui a suggéré lui-même que nous créions notre parti politique parce qu'on avait 2 options. Il y avait l'option de réajustement dans le directoire du Parti Univers. J'avais suggéré au professeur quelques semaines avant qu'il me nommât secrétaire général du Parti Univers. Du Parti Univers. Il n'a pas cédé à cette suggestion, en réalité, venait de la base. Et lui-même a pu le ressentir, puisque nous avons plusieurs fois été sur le terrain. Et chaque fois, lorsque nos compatriotes et camarades prenaient la parole, ils souhaitaient que maintenant que nous allons aux élections législatives et municipales, que je puisse, pas seulement moi d'ailleurs, que d'autres camarades qui souhaitent entrer en politique, partant de 11 millions de citoyens, puissent occuper des fonctions dans le Parti Univers. Bon, le professeur, après réflexion, a estimé qu'il était préférable que, compte tenu de ma stature à moi, il a estimé que je ne méritais plus d'être simplement un secrétaire général dans un parti politique qui a d'autres responsables. Il a pensé que je pouvais voler de mes propres ailes au regard du travail que nous avions abattu pendant la présidentielle, mais il nous a apporté l'assurance et la garantie qu'il serait toujours là,
que je resterai éternellement son fils et qu'il nous apporterait toujours sa longue et riche expérience pour nous accompagner dans notre nouvelle aventure. Et c'est le lieu encore pour moi de rendre hommage au professeur Nkumvondo. Je ne le dirai jamais assez. Maître de conférence, c'est son grade. Homme politique de forte expérience. Son parti politique faisait partie des 22 partis politiques qui avaient la latitude, au regard du code électoral, d'aller à l'élection présidentielle. Il a pris sur lui, en toute humilité, d'investir son cadet que je suis, et il nous a accompagnés tout au long de cette aventure que vous avez vous-même qualifiée d'exaltante à l'entame de cette émission. Moi, je lui suis éternellement reconnaissant, et à travers moi, tous ces jeunes et tous ces hommes, toutes ces femmes qui se sont engagés en politique pour la première fois, par ma voix, lui expriment leur reconnaissance. Donc, inutile de conjecturer sur un parricide ou que sais-je encore. J'entends et lis un certain nombre de choses. En tout cas, ça ne viendra jamais de moi. L'interprétation est peut-être malsaine, je vous le concède, mais est-ce qu'on ne ressent pas en toile de fond un malaise? C'est le professeur Nkumvondo. Je l'ai reçu sur le plateau du Club de Lutte. Il a dit que quel que soit le parti politique qui vous investirait, il sera derrière vous. Pourquoi ne vous avoir pas confié les rênes de son parti Univers s'il croit tant en vous? Est-ce qu'il n'y avait pas...